Bonjour et bienvenue à Question d'actualité, Philippe Labrec à la barre. Alep, l'une des plus anciennes villes du monde, fondée il y a plus de 7000 ans, a aussi été meurtrie par de nombreuses tragédies au cours des dernières années. Mais derrière les ruines subsiste une mémoire riche, complexe et vivante. C'est cette mémoire qui fait revivre un récit historique dans lequel un ancêtre direct de notre invité tient le rôle principal. Le récit nous plonge dans l'Alep du début du 18e siècle sous domination ottomane au cœur d'une ville marquée par les tensions, mais aussi les solidarités entre musulmans, chrétiens et juifs et traversée par les thèmes de la justice, de l'enracinement familial, de l'entraide et de l'amour. Pour en parler, nous accueillons l'auteur de ce magnifique récit, M. Samir Antaki, lui-même natif d'Alep. M. Antaki, bienvenue à Question d'actualité. Bonjour M. Labrec et merci de m'avoir reçu. Un grand plaisir. Juste avant le début de l'émission, on parlait de votre parcours qui me semble très intéressant pour notre auditoire. Donc, parlez-nous de votre parcours. D'où venez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Et comment en êtes-vous venu à écrire sur un de vos ancêtres? Moi, je suis né à Alep. J'ai étudié jusqu'au bac à Alep. Puis j'ai fait ma médecine à la faculté française de médecine au Liban, à Beyrouth. Je suis venu au Canada, à Montréal, en 1970, où j'ai fait ma spécialité en ophtalmologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de l'Université de Montréal. Fin 77, je suis rentré en Syrie, à Alep, où j'ai enseigné à l'université, j'ai travaillé dans la publication de bouquins de médecine en arabe, en ophtalmologie. Je me suis occupé de la Société syrienne d'ophtalmologie et j'avais une pratique florissante. Malheureusement, avec la guerre, en 2011, j'ai été obligé de quitter et je suis venu avec ma famille en 2012 à Montréal. Et heureusement que je suis là et je suis très heureux d'avoir fait comment on appelle ce... J'allais dire pèlerinage, mais non, c'est pas exactement ça, c'est une migration. Ce retour à Montréal, voilà. Est-ce que c'était le voyage de 70-77 ou le voyage, les études, je devrais dire, à Montréal, qui avait mis le Québec sur la carte pour un retour potentiel qui a été forcé, malheureusement, en 2012, comme vous l'avez dit? C'est parce que j'avais obtenu ma nationalité canadienne et j'aime bien le Québec et le Canada. Donc, j'ai fait ce choix parce que c'est un choix qui me plaît. Parlez-nous de votre roman intitulé Jabour d'Antioche, publié aux éditions Amalthée, publié en 2025, très récemment. Oui. Quelle est l'histoire? Quel est, d'ailleurs, surtout, votre ancêtre direct? En fait, j'ai écrit ce bouquin en 1988. J'étais en Arabie Saoudite en train de travailler comme remplaçant. Et j'avais le temps et j'aime écrire. J'ai utilisé Jabour, qui est réellement notre ancêtre, parce que Jabour, c'est un jeune qui a quitté Antioche en 1710 ou 18 pour venir s'établir à Alep parce qu'il était devenu catholique et c'était impossible de rester catholique à Antioche, qui est le fief de l'orthodoxie. Donc Alep, à ce moment-là, était une ville qu'on appelait la fleur des missions. Alors, il y avait les bénédictins, il y avait les jésuites, il y avait les dominicains, il y avait les franciscains qui étaient venus d'Europe pour essayer de ramener les évêques ou les églises orientales à se rallier à nouveau ou à se réconcilier avec Rome. Et ils ont réussi quand même à faire un nouveau schisme dans l'Église. Donc il y a les mêmes rites, les mêmes choses, grec-catholique, grec-orthodoxe, syriaque-catholique, syriaque-orthodoxe. Donc ils ont gardé le même rite, mais ils ont changé, ils se sont ralliés à Rome. En fait, je parle de ça, mais il y a des faits historiques que j'ai utilisés dans ce bouquin, mais pour le reste, tout est romancé. Je parle d'histoire d'amour romancée, je parle de liens entre les différentes communautés, je parle des événements qui se sont... de toutes les tragédies... Des désastres naturels, notamment. Naturels qui ont eu lieu à Alep, parce qu'Alep est sur la ligne des tremblements de terre, elle et Antioche, et il y a eu un tremblement de terre dévastateur dans les années 1720 qui a détruit presque toute la ville. Donc, Alep, Antioche aussi, les deux en fait. Les deux en fait. Et dernièrement, malheureusement, il y a 2 ans, il y a eu un tremblement de terre aussi qui a... ajouté au malheur des gens, de la situation. Je parle dans ce roman
probablement si quelqu'un le lit et essaye de le comprendre, il va voir que ce que je dis n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Alep a été toujours, depuis ce temps-là, sous le joug de régimes dictatoriaux qui ont semé la terreur. À l'époque ottomane. À l'époque ottomane, et par la suite, après, en 1946, quand Alep ou la Syrie a pris son indépendance, on a eu une petite période où il y a eu un régime démocratique. Par la suite, c'était des coups d'État l'un à la suite de l'autre et des régimes militaires qui ont gouverné par le feu et par le, comme on dit, par le despotisme. Oui. Donc, on n'a vraiment pas connu à Alep ou en Syrie une période où les gens disaient qu'ils pouvaient s'exprimer en toute liberté, ils pouvaient choisir leurs élus, tout ça était fake, c'est pas vrai. Mais c'est un thème du livre, en fait, la censure, ou du moins la retenue face à un pouvoir politique potentiellement oppressif. Mais parlez-nous d'Alep au début du 18e siècle. C'est quelque chose, je crois, que l'auditoire peut difficilement imaginer, à moins qu'il ait fait des études spécifiques dans ce cas. Parce que vous parlez de la ville, de ses habitants, de ses familles, de ses religions. Comment était Alep au début du 18e? Alep était une ville qui était sous domination ottomane. Les gens vivaient dans un genre de ghetto. Par exemple, moi je parle surtout de la communauté chrétienne qui vivait en dehors des murs de la ville. Donc c'était des quartiers qui avaient été créés spécialement pour les chrétiens. Et les gens vivaient dans des maisons, on avait des petites ruelles et des petites portes. Donc on ne savait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors c'était des fois des palais ou c'était des petites maisons de rien du tout. Donc on cachait les richesses qu'on avait, on cachait tout. Même les églises à ce moment-là n'avaient pas droit d'avoir, comme on dit, une porte sur la rue. C'était dans les ruelles, dans les petites ruelles, et une petite porte qui amenait à l'église ou à la cathédrale. On n'avait pas le droit de montrer ça, de montrer que les portes... C'était la loi. Voilà, c'était la loi. Par les Ottomans. Durant les Ottomans. Et malheureusement, les chrétiens et les juifs étaient considérés comme des gens de deuxième ordre, de deuxième classe, où leurs chefs religieux étaient obligés de ramasser la dîme. Ça, c'est la taxe que les chrétiens et les juifs devaient payer pour avoir le droit des dhimmi, pour avoir le droit de pratiquer leur religion. Et c'était les évêques, c'était les rabbins qui collectaient l'argent et qui le remettaient au gouvernement. Donc ce n'était pas une période de tout repos, mais quand même les gens vivaient, et entre les gens il y avait beaucoup d'entente et d'entraide entre les chrétiens, les juifs, les musulmans. Donc il n'y avait pas de problème majeur. À la lecture de votre livre, on sent les tensions officielles, je dirais, découlant du pouvoir entre les différentes communautés religieuses, mais on sent aussi un certain bien-être, une certaine qualité de vie, j'allais dire, entre les différentes communautés religieuses, donc de l'entraide, des relations amoureuses même. Est-ce que la chose était plus compliquée, dans le sens qu'on a tendance à croire que les différentes religions ou les différentes communautés religieuses s'excluaient l'une l'autre, mais c'était pas du tout le cas? En fait, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est encore le cas Si aujourd'hui. on regarde le peuple lui-même et les gens, les vrais habitants d'Alep ou de Damas, etc., il ne faut pas voir ceux qui sont maintenant importés d'ici et là et qui créent le chaos. Mais il y avait une entente entre les différentes communautés, il y avait beaucoup de relations de travail, il y avait des relations, je parle dans des relations d'amour entre un chrétien, une musulmane, une juive, un chrétien, un musulman, un chrétien, etc. Donc je parle de tout ça dans le livre pour essayer de montrer que ça a existé et ça a toujours existé. Malheureusement, le mariage civil n'est pas reconnu en Syrie et même dans presque tous les pays arabes, il n'est pas reconnu. Donc ceux qui veulent se marier au Liban, ils sont plus tolérants et beaucoup de gens de différentes communautés vont à Chypre pour se marier, faire un mariage civil. Ah ouais, je comprends.
Parlez-nous de votre ancêtre Jabour, qui son nom, si j'ai bien compris, veut dire Jabour d'Antioche, d'Antakya aujourd'hui, Oui. qui est du côté turc de la frontière. Par contre, aujourd'hui, ça a changé. Jabour s'appelait au départ Jabour al-Khair. Al-Khair, ça veut dire le bon. Et quand il est venu à Alep, on l'appelait Jabour al-Antaki est venu, Jabour celui qui est venu d'Antioche, Jabour al-Antaki, Antaki, ça vient d'Antioche. En arabe, ça veut dire Antakya. Et à ce moment-là, qui était en Syrie et qui a été offerte avec Alexandrette par la France en 1939 à la Turquie. Donc, quand il est venu à Alep, on l'a surnommé Jabour d'Antioche et il s'est trouvé une femme à Alep, il s'est marié et nous sommes ses descendants. Dans le bouquin, ça s'arrête là. Donc, tout le reste dans le bouquin, je ne veux pas vous le raconter, est de mon imagination. Mais il y a quand même une quête de justice. Jabour est à la quête d'une certaine justice au sein de la ville. Jabour est un leader. Il n'acceptait pas les exactions du wali, du gouverneur d'Alep, et il a monté avec un groupe d'amis de toutes confessions confondues, un petit groupe de rebelles qui se rebellaient, et malheureusement ça a fini par une fin tragique. Pour le personnage principal, pour oui. Pour le personnage principal et pour tous les autres qui étaient dans le groupe des rebelles. Oui, tout à fait. Dans les livres, il y a différents désastres naturels qui frappent la ville, qui mènent à une certaine entraide, mais des désastres tout de même. Mais vous m'avez dit avant l'entretien que tout ça est arrivé. Simplement, peut-être pas dans l'ordre chronologique que vous décrivez, mais on parle d'une tempête de neige, comme on connaît au Québec, tremblement de terre, inondation, sauterelles aussi. Donc la ville où Antioche et Alep, donc les deux villes, ont souffert de catastrophes naturelles à l'époque. Ça vous a inspiré? Oui, en fait, j'ai utilisé les catastrophes naturelles qui se sont abattues sur Alep sans les utiliser dans l'ordre chronologique. Il y a eu le tremblement de terre, il y a eu la grande neige où les gens sont restés bloqués chez eux pendant des semaines, il y a eu les inondations. Il n'y avait pas de col bleu à l'époque. Il y a eu les sauterelles, l'invasion de sauterelles. Donc, j'ai utilisé tout ça pour en venir à une chose qui est très connue. On appelle Alep, c'est le Djouret el-Ham, le trou du souci. C'est-à-dire, les gens se soucient beaucoup, ils se relèvent mal de leurs différentes catastrophes. Et une chose intéressante que j'ai notée dans le bouquin, Alep est une ville où les Alepins sont très fiers de leur ville. Et quand il y a un étranger qui arrive, avant même qu'il eût visité la ville, ils lui disent « Comment vous avez trouvé Alep ?» Il leur dit « Mais je n'ai pas eu le temps encore de la visiter. » Et ça, c'est relaté dans le bouquin de M. Paul Borin, qui était un Français qui a vécu à Alep dans les années 1930 et qui le relate dans son bouquin. Il trouve ça très amusant que quand il est venu en Syrie et il a habité à Alep, tout le monde, quand il le voyait, disent « Comment vous avez trouvé Alep ?» Les Alepins sont tellement fiers de leur ville. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? On est toujours fiers de notre ville, mais on est triste. C'est moins facile. On est peiné avec tout ce qui est arrivé durant les dernières 10 années, et on n'est pas, ou 14 années, et on n'est pas sorti du bois avec ce qui se passe actuellement. C'est vraiment triste. L'avenir semble très sombre. Il nous reste 1 minute et demie. Vous avez parlé des étrangers dans le livre. Ils jouent un rôle quand même assez important, notamment des émissaires de différents pays. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais est-ce que les étrangers ont toujours joué un certain rôle à Alep, non seulement comme observateurs, mais comme participants de la vie civile? Oui, à un moment donné, il y a eu beaucoup de consulats de Venise, de Hollande, d'Angleterre, etc. Et ils habitaient dans les caravansérails, les khan, et ils avaient leur vie à eux, ils se voyaient entre eux, etc. Ils n'avaient pas de relation avec les gens locaux, mais ils avaient des droguements qu'on appelle... Des serviteurs, ou à peu près? Ce n'est pas les serviteurs, traducteurs. Traducteurs, oui, pardon. Qui étaient du pays. Donc... mais ils avaient une vie active et il y avait un commerce florissant entre l'Europe sur la route de la soie. D'ailleurs, le personnage principal fait commerce avec l'Europe. Jabour. Samir Antaki, auteur du livre Jabour d'Antioche, publié aux éditions Amalthée. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Un grand plaisir à tous ceux qui nous écoutent. Merci également. Demain, nous recevons Paulo Dantas pour discuter de la montée des mouvements évangéliques américains au Brésil et leur impact sur la politique de ce pays. À la technique, Lysandre Duplay. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite bien entendu à rester sur les ondes de Radio VM.